Salut la compagnie, bienvenue dans ce petit hors-sujet des GG Comics où vous pourrez découvrir notre interview de Jet et Mathieu Salvia, les auteurs de Croque-Mitaine réalisés cet été lors de la Japan Expo 2017. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, Croque-Mitaine est le récit du petit Elliot, 8 ans, littéralement fasciné par les récits de Croque-Mitaine et persuadé que l'un d'entre eux a élu domicile dans la cave de sa maison. Évidemment, il n'a jamais réussi à prouver la présence de ce dernier jusqu'au jour où il en aperçoit un de ses yeux, juste après avoir assisté à la mort de ses parents. Ce dernier le protégera ainsi contre une ribambelle de croque-mitaines pour le meilleur et le pire. La série éditée chez Glénat Comics est complète et disponible en 2 tomes. Nous vous laissons maintenant découvrir cette interview avec les auteurs. Bonne interview. Bon, on va commencer. Est-ce que d'abord vous pouvez vous présenter, donc Mathieu Salva et Jet, pour le réseau Sanctuaire et les auditeurs des GG Comics. Alors, est-ce que je te regarde? Est-ce que tu veux que je... D'accord. Donc Mathieu, on peut se regarder. Mathieu Salvia, donc oui, Mathieu Salvia, scénariste de Croque-Mitaine, avocat le jour aussi également. J'ai publié ma première BD il y a 3 ans, c'était chez Delcourt, et Croque-Mitaine est donc ma 2e BD. 7 héros, ouais, 7 héros, dirigé par David Chauvel avec Philippe Brionnes, ouais, au dessin. Moi c'est Jet, donc dessinateur à temps plein. J'ai pas d'autre métier pour me la péter moi. Et donc avec Mathieu, donc on a fait Croque-Mitaine qui est ma 3e BD et 2e en Europe. Donc j'ai commencé avec l'île de Pouki en 2011 avec Ludovic d'Anjou et Poète Anderson juste avant Croque-Mitaine d'ailleurs, il y a 2 ans maintenant je crois, pour les États-Unis. Bon, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Donc, Croque-Mitaine, c'est le récit tragique d'un enfant qui perd ses enfants. Enfin, ses parents, pardon. Mais aussi l'humanisation d'un monstre à travers l'enfant. Comment est née cette idée de cette dualité et quel est le message que vous voulez faire passer à travers cette série? Vous avez une demi-heure devant vous. Ouais, la réponse va être forcément longue. On va se la partager en 2 avec Jet, parce qu'on a vraiment voulu mettre beaucoup de choses dans cet album, à tel point que parfois, en discutant, on redécouvre des trucs, etc. C'est comment est venue l'idée. Moi, j'avais terminé 7 héros, donc, et pour diverses raisons, je voulais rebondir vite et je voulais essayer de trouver un dessinateur moi-même. Et du coup, j'avais parce que sur 7 héros, on m'avait marié avec Philippe Brionnes, et là je m'étais dit tiens, je vais faire les choses différemment, je vais essayer d'aller trouver quelqu'un qui avec qui nouer un contact, d'abord parler de l'histoire, essayer de la bâtir en amont. Et Jet faisait partie de Café Salé, moi aussi, je pense que c'était comme ça qu'on s'était connus à l'époque, uniquement en ligne. Et donc je l'avais repris contact sur Facebook, je l'avais abordé avec enfin, je lui avais dit que je lui avais demandé s'il était disponible, et j'avais 2-3 choses dans mes cartons, et en fait, je lui ai pitché cette idée du garçon qui doit fuir l'assassin de ses parents avec le croque-mitaine qui est dans sa cave. Et l'histoire était pas écrite, mais en fait, c'était l'idée. Voilà. Derrière, je te laisserai rebondir sur ça plus tard. Je finis juste. Derrière, qu'est-ce qu'on a voulu mettre? On a voulu mettre plein de choses, mais en dehors des influences, on voulait faire un récit un peu à la manière de l'aventure intérieure avec Sean Murphy, dans le sens où, enfin, je cite celui-là, mais il y en a d'autres où on peut avoir un double niveau de lecture, soit très littéral, c'est-à-dire c'est un monstre qui emporte un enfant avec lui et qui essaie de protéger d'autres monstres, etc. Et finalement tout cet univers existe, ou soit une lecture plus subjective où finalement on peut se demander, surtout à la fin du tome 2, si tout ça finalement c'était pas une manière pour le gamin d'affronter tout ça, et si tout ça n'était pas simplement dans sa tête. Voilà, je te laisse un petit peu prendre le... Qu'est-ce qu'on a? Oui, non, mais bien sûr, quand tu es venu me trouver, oui, je vais reprendre. Non, j'ai essayé de changer un petit peu notre rengaine, en fait, c'est tout, mais je crois que c'est quelque chose qui fonctionne de toute façon. Donc oui, il est venu pleurer sur Internet pour me chercher. Et j'ai eu pitié. Non, pas du tout. Au contraire, il est arrivé avec une envie d'écrire des histoires. Moi, j'étais en train de finir justement mon projet pour les Américains.
Et donc en général on commence déjà un peu à chercher pour la suite, et Mathieu arrive avec son pitch. Je crois qu'on s'est eu assez vite au téléphone pour en discuter, et en une phrase en fait il m'a convaincu sur cette histoire, parce que tout de suite des images me sont apparues, on va dire. C'était très imagé tout ce qu'il me racontait sur cette histoire. Et l'aventure a vraiment démarré comme ça, avec une volonté commune, des influences communes vraiment. Surtout ça, je pense qui a bien fonctionné sur ce projet, c'est que on baignait déjà dans des influences très très proches, et puis on s'en est trouvé d'autres autour de cet album. Notamment Neil Gaiman, des artistes romanciers surtout qui nous permettait vraiment de visualiser le type d'univers qu'on voulait, d'ambiance, quelque chose de très réaliste, et en même temps teinté de ce surréalisme qui décale toute cette réalité, et qui a permis justement de créer aussi des niveaux de lecture intéressants. Après graphiquement, moi là j'ai proposé des choses à Mathieu qui ont collé assez vite aussi, exactement. Sur le sujet, on s'est très vite calé oralement en plus sur ce qu'on avait envie de faire, et voilà. Juste pour dire que dans l'album, on a mis d'ailleurs pour amener vers ces niveaux de lecture, on a mis différentes choses, et finalement il n'y a pas grand monde qui sont venus pointer du doigt. Notamment à un moment il y a une scène à la fin où le père Lamort est en train de mourir, il parle à Elliot, et il reprend exactement le dialogue du père dans le tome 1 quand il essaie de le rassurer, et c'est marrant ce genre de petit easter egg qu'on a placé pour dire est-ce qu'il y aurait pas un truc et tout. Il y en a pour l'instant, il y a très peu de gens qui en ont trouvé, et celui-là il me semblait assez gros, mais en fait non, ça passe, les gens sont emportés par le truc, et voilà, il y en a d'autres. Justement, je vais revenir dessus parce que il y a un message que j'ai vu tout au long de la lecture, c'est que Elliot voit le croque-mitaine parce qu'il est courageux. Et donc tout le long de cette aventure, Elliot en fait est sauvé par le croque-mitaine, et à la fin il finit par s'en sortir. Bon, on le découvre à la fin du tome 1 dans les bonus au passage, petit message. Et derrière il y a un message que j'ai perçu, c'est vous pourrez affronter la vie si vous êtes courageux. Est-ce qu'on est bien dans ce thème-là ou pas? Ce qui est marrant, c'est que au début, effectivement, on croit comprendre qu'il peut voir les croque-mitaines parce qu'il est courageux, et que c'est le croque-mitaine qui le sauve. En fait, après, on apprend que ce croque-mitaine essaie de changer, et à la fin, on se rend compte qu'en fait, l'histoire, c'est peut-être aussi un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est peut-être un peu ce petit garçon qui a permis de sauver ce croque-mitaine pour pas qu'il termine mal entre guillemets, puisqu'à la fin, son message, c'est ça, c'est finalement on peut pas fuir ses peurs, on peut pas se contenter de les ignorer, on peut pas se contenter de faire comme j'ai fait et d'essayer de fermer toutes les portes parce qu'on en devient sans sentiment, enfin on en devient froid. Oui, définitivement, c'est un récit sur peut-être pas forcément sur le courage, mais sur une certaine forme de courage, mais sur la manière que peut avoir de tout le monde, pas seulement un enfant, mais de grandir. Et je pense que oui, l'une des meilleures façons de grandir, c'est effectivement d'affronter ses peurs. Ouais. Après, oui, sur ce message, je pense qu'on est assez clair. De toute façon, il n'y a pas c'est cet affrontement qu'a Elliot à un événement que personne ne souhaiterait, et donc la perte de ses parents, puisque de toute façon on le sait très vite. Et de là en découle en fait tout ce que le lecteur peut interpréter en fait sur le message. C'est est-ce qu'il veut y voir un message de vie qui peut nous accompagner, nous aider à grandir, ou y voir un message juste fantastique d'un truc qui se passe, mais en fait qui se passe pas vraiment parce que ça reste quelque chose de fantasmagorique. C'est là où on laisse l'album et le récit en fait au lecteur, on lui laisse le choix en fait d'interprétation, et puis il y en a encore d'autres heureusement qui peuvent se greffer comme message.
Mais j'aime bien moi le message qui est de base de toute façon. Ce qui est marrant, c'est que le message en fait fonctionne soit si on lit subjectivement ou soit si on lit de manière littérale. Si on lit de manière subjective, en fait, ce qu'on comprend, c'est que le gamin à ce moment-là a manqué de courage parce qu'il a tout imaginé pour oublier cette terreur, et le message du croque-mitaine à la fin, c'est souviens-toi. Enfin, et donc sur son lit de mort, etc. Il a affronté ses peurs et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Il l'écrit, il dit je sais ce qui s'est passé aujourd'hui, etc. Ou alors c'est marrant si on le prend d'une manière littérale. Il est en train d'être courageux parce qu'il est capable de les voir. Donc c'est rigolo parce que dans les deux sens, on a réussi à, enfin on est assez content de ça. Tout est assez cohérent finalement quand on reprend sur les deux sens de lecture. Donc on perd pas ce sens en tout cas. On sait aussi à travers le volume que vous avez été parent pendant Croque-Mitaine et que Croque-Mitaine aussi, au niveau de Papa à la mort, il représente cette figure paternelle où il s'adoucit à travers l'enfant. Est-ce que donc il y a un message? Est-ce que quand on devient père, on devient plus sensible? On est tous les deux papa, donc Jet un papa un peu plus vieux que moi. Oui, non, évidemment. Enfin, je pense dès qu'on devient père, il y a une espèce de lien viscéral qui apparaît et qui est pas. Je pense qu'on peut pas comprendre tant qu'on l'est pas devenu. Ouais, moi, ma hantise totale, c'est qu'il puisse arriver un truc à mes gamins. C'est sûr, c'est quelque chose qui est assez effrayant. La plus grande, je pense, forme de courage que peut avoir un père, c'est d'essayer d'affronter cette peur et de pas la laisser emprisonner le gamin, mais c'est pas évident, quoi. Je veux dire, tous les parents sont je pense font face à ça à un moment, quoi. Oui. Après, moi, ce que j'aime bien dans ce qu'on a décrit, en fait, justement, tu disais ne pas enfermer un enfant, en fait, dans l'hypersécurité et protectionnisme. C'est finalement ce que fait le Père Lamort, c'est aussi il fait le bon chemin en fait quelque part aussi en grandissant lui-même, c'est-à-dire qu'il essaye de protéger Elliot, mais il ne peut pas le protéger de tout. Et finalement, c'est ce qui fait un père en général, c'est que on surveille l'enfant, on le laisse faire des choses, mais on reste quand même en veille derrière pour voir s'il lui arrive pas quelque chose de trop grave, quoi. Mais il faut laisser à l'enfant faire ses expériences, et c'est ce qui se passe. À plusieurs moments, en fait, Elliot se retrouve aussi livré à lui-même, et le Père Lamort le met aussi devant ses faits accomplis. Il y a des choses qui ne pourront pas changer, mais qu'il faut affronter. Et malgré ça, il le protège. Voilà. Comme un père. Oui, c'est clair. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit que vous avez des interprétations qui sont pas forcément identiques. Mathieu, tu es scénariste, Jet, tu es dessinateur. Comment vous avez pu travailler, du coup, en synergie pour pouvoir délivrer cette œuvre d'où viennent les idées? Bon, je suppose que Mathieu, t'en as eu beaucoup, mais est-ce que Jet a contribué au scénario, etc. Jet n'a rien fait. Non, c'est tout. Point. Merci pour l'interview. Non, je suis venu avec l'histoire, et évidemment. Après, faut savoir que l'histoire telle que je l'ai présentée, enfin déjà à Jet et l'histoire telle qu'on l'a présentée à l'éditeur avait déjà beaucoup changé. Et entre celle qui existait au moment où on a signé et celle qui existait au moment où on a découpé les dernières planches, ça n'avait plus rien à voir. Et ce travail de réécriture constant. Mais c'est ce que j'ai adoré avec Jet, et c'est ce que j'ai hâte de retrouver, c'est que on a bâti un truc à deux. Alors j'ai amené l'idée, j'ai amené la trame, mais en fait derrière c'était super, c'était comme une partie de ping-pong, on se renvoyait des idées, il balançait des idées, soit parfois sur un dessin ou comme ça, je les intégrais et ça avait des répercussions sur le dessin, etc. Et c'est une dynamique qui est passionnante en fait. C'était comme si on avait pris deux gamins de 12 ans avec, on leur a dit vous avez tous les Legos du monde, éclatez-vous, quoi. On a bâti tout un truc, et à un moment, on a même du mal à s'arrêter, en fait. Fallait s'arrêter parce qu'on était en train de construire un truc beaucoup trop gros par rapport à ce dont on avait besoin. Mais c'était très fun, en fait. C'était très fun. Oui. Et en fait, notre plateforme d'échange d'idées, c'était Street Fighter. C'était Street Fighter. Ah mais bien sûr. Il est une époque où au-delà de ça, de nos parties de jeu qui nous permettaient aussi de se retrouver à d'autres moments pour en discuter quelque part.
En fait, on s'appelait énormément en fait pour construire cet univers. Je me souviens même t'avoir dit, ça te dérange si je t'appelle, et t'avais dit, ouais non mais c'est pas mal aussi Messenger. Et bon, à partir de là, je l'appelais tout le temps. J'ai ouvert la porte au loup. Ouais, j'avais un croque-mitaine mais au téléphone en fait. C'était constant. Non, c'était très bien parce que on pouvait travailler directement sur les pages que j'envoyais par lot de 10. C'est fini, ça a fini par ça, par lot de 10. Et souvent en fait ça allait quand même plus ou moins, il y avait pas forcément de modifs, mais quand on bloquait, au moins on pouvait en parler pendant une heure et demie à régler le truc et avancer assez vite sur le projet avec ce qu'on apportait chacun, quoi. Ouais, et même au-delà de la trame et des idées de fond, etc. À un moment, même dans le découpage, en fait, par chapitre, je crois que c'était le chapitre 3, à un moment où j'ai déraillé un peu. Et je pense là où n'importe quel dessinateur un peu axé, genre, bon, c'est pas à moi de bâtir l'univers, il aurait dessiné, il aurait fait. Et Jet, à un moment, il m'a dit, tu sais, là, je sais pas ce que t'es en train de faire, mais ça sent pas bon. Et ouais, c'était cool, parce que, voilà, on était à deux à tenir les bords du wagonnet et essayer de rester sur les rails, et c'est quand même plus sympa, quoi. Donc, Chat a quand même fait quelque chose, alors je tiens à préciser quand même. Croque-Mitaine fait partie de cette première vague d'œuvres qui est coéditée par IDW et Glénat Comics. Est-ce que pour vous ça a changé quelque chose? Bon, on voit qu'il y a un chapitrage en 6 numéros, donc je suppose que ça sortira sous forme de 6 issues. D'ailleurs, sur l'un des fins des albums, on voit qu'il y a plein de variantes cover à la fin. Je pense qu'on peut se douter qu'IDW les utilisera. Est-ce que pour vous, ça a apporté des nouvelles contraintes, ou est-ce que ça a changé votre méthode de travail, ou non, ça a été totalement la même chose pour ce cas-là? Il y a eu, ça a dû être, il a fallu qu'on le prenne en considération, ne serait-ce que pour le chapitrage, parce que au début, il n'était pas question de faire des chapitres. Il était d'ailleurs question de faire qu'un seul album ininterrompu de 150 planches. Donc si, il a fallu l'intégrer. Enfin moi à mon niveau, il a fallu l'intégrer pour faire des chapitres de 25. Mais en fait, c'est rigolo. Parfois, quand on démarre un projet, on a envie d'avoir les mains entièrement libres. Et parfois, quand on nous met des contraintes, c'est hyper stimulant. Je sais pas. Essayer de trouver la solution pour que ça fonctionne, c'est quelque chose qui peut être très stimulant. Moi, ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas changé grand-chose parce que finalement, le travail de narration était quelque chose que devait faire Mathieu, qui a donc écrit au moins 8 ou 9 ou 10 versions du scénario. Après m'avoir déjà convaincu, moi, et... Ah ouais, je savais plus. Je supprime toutes les versions, renvoie-moi la dernière. Ouais. Ah non, il y a un moment, c'était trop, mais c'était bien parce que ça a permis quand même de résoudre des choses, de s'adapter effectivement à ce chapitrage qui était pas simple, au nombre de pages par chapitre qui était pas simple. On est à 25. Donc c'est pas, on n'est pas à l'aise forcément avec un chapitrage comme ça. Et cette coupure aussi de l'album en 2 albums du coup était pas évident parce qu'on devait créer des climax là où il y avait peut-être pas forcément puisque c'était une histoire complète. Et on s'en sort, je crois, mais c'était pas un exercice hyper facile mais intéressant. C'était intéressant. Ouais. Disons que ça a de fait instauré un dynamisme plus grand dans cette histoire qu'à l'origine. Je pense que si t'es sorti en 150 planches ininterrompues, ça aurait été une espèce de truc beaucoup plus contemplatif, avec beaucoup moins de je vais pas dire d'action, mais en tout cas de moments speed, etc. Ça a injecté une certaine vivacité dans ce récit qui était pas à l'origine. Okay. Alors, une grande question, c'est qu'est-ce que pour vous, ça pourrait être un tremplin pour travailler aux États-Unis, notamment sur des œuvres mainstream, type Marvel, DC, etc., ou voire même publié chez Image Comics? Moi, je ne pense pas. Moi, je travaillerai que sur Batman, de toute façon. Non, il y a pas forcément cette volonté avec cet album, et puis on sait pas ce que ça va nous amener en fait. Pour l'instant, c'est trop tôt, c'est très frais, et on s'est pas dit grâce à ça on va bosser là-bas. On s'est plutôt dit grâce à ça on va pouvoir faire d'autres histoires et continuer ce boulot.
Courtisé depuis Croque-Mitaine. Je suis plus courtisé, oui, par plein de gens. Ça en devient fatigant. Non, mais ça nous a fait... On essaie de me le voler, quoi. Car oui, je suis une propriété déposée de Mathieu, parce comme il est avocat, il a réussi à faire passer ça dans le droit. Le brevet est enregistré. Donc je suis devenu une marque. On va se faire des thunes, mec. Non, mais ça nous fait une belle carte de visite, cet album. Et tant mieux, parce que ça aurait été triste que ça n'apporte pas plus que ça, ne serait-ce qu'en reconnaissance professionnelle et du milieu. Même en plus critiques sont très très bonnes, donc ça propulse aussi l'album à ce niveau-là. Donc, mais de là à se dire qu'on va bosser aux États-Unis, il y a un grand pas, je pense. Alors c'est assez drôle parce que j'ai vu un artiste avec qui tu as travaillé du coup sur ton précédent album, qui lui ne veut plus travailler dans le franco-belge. Il préfère travailler plutôt maintenant dans le comics. Oui. Et alors du coup la question c'est pourquoi du comics? Vous aurez pu faire du franco-belge, surtout chez Glénat après tout. Et est-ce que vous voulez après rester plutôt dans cette forme de média ou non, vous êtes plutôt ouvert à tout? Je pense que le choix de Philippe, je peux pas parler pour lui, mais je suis pas sûr qu'il tienne tant au format. Alors là, j'ai l'impression que votre question c'est le format. Voilà. Ici, pourquoi le format comics? Il y a en fait encore une fois, mais au bout d'un moment, je sais plus à qui on a dit les choses. Mais c'était juste avant, on n'a pas choisi le format comics, on a choisi la narration comics et c'était à peu près tout ce qu'on avait choisi en fait. C'était cette forme de narration et encore une fois, je vais te laisser en parler parce que t'en parles mieux que moi. Alors, déjà en fait j'étais sur un projet comics en fait avant d'attaquer Croque-Mitaine quand Mathieu est venu me voir et je pense qu'il y a eu aussi un effet de continuité sur la narration qui me plaisait bien parce que j'étais en train d'explorer des choses graphiquement, de mise en page, de narration et ça avait du sens sur l'histoire de Croque-Mitaine parce que quelque part, on était dans un roman graphique et aujourd'hui, on peut emprunter des codes qui viennent d'un peu partout parce qu'on est dans une mondialisation des styles et que tout le monde arrive à voir et à lire. Et moi, je suis là-dedans, donc on était déjà dans cette dynamique qui a pas posé à aucun moment un problème par rapport à ce que proposait Mathieu. Et notre éditeur qui montait en plus sa collection justement Glénat Comics a trouvé ça génial puisqu'on était vraiment dans ce qu'il était en train de monter, donc on arrivait avec un projet qui était pile poil dans le créneau, même si quand même une fois qu'on avait énormément avancé l'album, ils nous ont quand même posé la question si on voulait passer en... Pourquoi? Faut pas le dire, tu crois? Attends, on regarde notre attaché de presse, c'est bon. Il assume pas, Jaja. Non, il voulait nous passer en classique en fait, en Glénat normal. Et en fait, là pour le coup, le problème de format se posait pour moi et aussi pour Mathieu parce qu'on avait travaillé déjà dans une direction comics avec un certain nombre de cases, une certaine taille de page, et nous enlever ça, pour le coup, on trouvait que ça perdait du sens sur le travail d'origine. Il aurait fallu se fixer dès le début. Voilà, même si les conditions étaient peut-être meilleures sur certains aspects, voilà, on a préféré quand même rester sur ce qu'on avait choisi, Voilà. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur Café Salé. Parce que on a vu pas mal d'artistes issus de Café Salé, je pense notamment à Alexis Briclot, Bengal. Et donc, est-ce que vous pouvez un peu nous parler un peu de Café Salé? Oui, il y en a plusieurs. D'ailleurs, il y a scénariste et dessinateur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette plateforme qui est, à mon goût, pas assez connue du grand public? Café Salé, je sais pas si ça a vocation à être connu du grand public. En tout cas, c'était pas l'idée à l'origine, mais moi, ce que j'en retiens, c'est que c'était, il y avait une génération
Café Salé, je pense. Au tout départ et ensuite ça a commencé à prendre de l'ampleur, mais c'est vrai que c'est fascinant de voir que les gens qui ont consacré du temps, il y en a autant qui ont réussi à percer. Et là, je me dis, ouais, il y a quelque chose qui a fonctionné à ce moment-là, une émulation, je ne sais quoi. On était tiré par le haut par des gens qui étaient déjà extrêmement doués. Moi, je suis arrivé, je crois, un petit peu moins d'1 an après l'ouverture du forum. Donc et j'y suis resté de très nombreuses années. Mais maintenant, plus du tout. Je vais être complètement honnête, je n'y vais plus du tout. Je crois que il reste pas beaucoup de gens en fait de cette génération-là. Mais ça reste encore un endroit, que ce soit Café Salé ou d'autres endroits. Ce sont des endroits où il y a un moment où plein de gens se regroupent. Et c'était fascinant parce que ça crée des connexions, ça crée une émulation, ça crée plein de choses et moi personnellement ça m'a vraiment tiré vers le haut et ça permettait aussi de se dire finalement c'est à portée de main. Finalement, tous ces gens qui éditent des bouquins qui me fascinent, qui m'impressionnent, on les voyait là dans leur étape de travail, dans leur réflexion, etc. Et ça donnait quelque chose de à portée de main. On se disait finalement c'est peut-être possible aussi. Oui. Après, oui, c'était une plateforme d'échange principalement en fait, qui permettait de travailler dans toutes les sections liées à notre art, même de la photo, même de l'anime. C'était très complet pour ça en fait, et ça permettait de rencontrer soit des amateurs qui avaient envie et qui venaient partager le travail et conseiller. On avançait grâce à ça aussi, c'est qu'il y avait cet échange qui se faisait, et aussi avec des professionnels pour certains dont on pouvait s'inspirer de leur travail, de leur méthode, et on avait aussi une absence de barrière en fait qui permettait l'échange plus facilement parce que c'était des commentaires, donc on réagissait ou pas sur des posts. Je pense que Facebook a aussi changé un peu la donne à ce niveau-là, enfin tous ces réseaux sociaux qui sont développés, mais moi c'est pareil, ça fait aussi des années que j'y suis pas allé sur le Café Salé parce que c'était une étape en fait, c'était c'était un outil, c'était des gens qu'on a rencontrés avec qui on a avancé chacun de notre côté ou ensemble. Et je suis même pas sûr que les premiers membres y soient encore en fait, même les créateurs, je sais même pas s'ils ont encore une main mise dessus. J'ai l'impression qu'il est maintenant en roue libre en fait, le truc s'auto-alimente parce que il y a toujours des nouvelles générations de dessinateurs, toujours des professionnels, des nouveaux professionnels qui arrivent sur ce truc-là. Et je sais même pas si les éditeurs y vont encore pour pêcher du jeune dessinateur, parce que ça servait aussi à ça, ce genre de choses. Et puis, entre autres de la mise en contact. Et oui, le côté aussi rencontre en vrai était aussi une bonne partie agréable, je pense. Moi, j'ai moins fait partie de ce genre de choses parce que j'avais d'autres groupes de gens que je côtoyais, mais je sais que j'en ai fait une ou deux, et c'est vrai que il y avait trop d'alcool. Puis c'était sombre et rouge, sombre et rouge et beaucoup d'alcool. Ça dépend des goûts. Je suis un peu choqué, finalement un peu déçu. Je crois qu'on arrive au bout, tu me le confirmes. Donc un dernier mot pour votre public. Achetez Croque-Mitaine pour cet été, c'est une bonne lecture de plage. Puis achetez pour vos amis, votre famille, votre grand-mère. Prenez-les en double, en triple, en quadruple. Je veux dire, c'est pas un petit investissement, mais ça vaut vraiment le coup de faire ça, parce que ça nous permet de créer d'autres histoires aussi derrière. Parce que ça va nous encourager de voir du public réagir. Voilà. Très bien, merci beaucoup. C'était l'interview de Jet et Mathieu Salvia. Un grand merci à Glénat Comics pour avoir permis cette interview. N'hésitez pas à partager votre avis sur cette dernière. Et n'oubliez pas, écouter les GG c'est bien, lire les comics c'est mieux. Allez, ciao tout le monde!